Surprise ce matin. Bonjour tout le monde, premièrement. On m'a dit qu'il y avait une thématique des Premières Nations amérindiennes. Là, il y avait la musique tantôt, rituel. Puis après ça, elle parlait de la roue amérindienne. Donc, j'ai décidé de vous faire la présentation en Abénakis de chez nous. Donc, Kwe, Indelwezi, Nicolas Desjardins, Mahigan Wobizi. Non, ça va être compliqué un peu. On va vous épargner ça. Je pense que le Canadien-Français, ça suffit. Donc, Nicolas Desjardins, j'ai fait Brain Gym il y a quelques années. Il y a un petit peu plus de 10 ans, j'avais commencé. Donc, j'ai rencontré la merveilleuse Lisa, si vous ne la connaissez pas. Elle accepte les offrandes. Moi, idéalement keto. Donc, très belle rencontre pour moi. Je vous mets un peu le contexte. C'était quand même atypique. Je suis un ancien homme fort, powerlifter. J'étais 114 kilos à une certaine époque, assez très costaud. Puis là, je me suis retrouvé avec dans des salles pleines de femmes qui dansaient et chantaient. C'était pas tout à fait mon habitacle naturel, on va dire. Si on parle d'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'était un peu ça. Donc, donc c'était, on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. C'était parfait, en fait, comme timing, parce que je venais d'avoir une petite fille. Je suis rentré là-dedans, donc j'avais vraiment besoin de cultiver cette énergie féminine-là, on va dire, dans cette époque. Et je ne peux que remercier Brain Gym. Là, je suis content, j'ai ma femme aujourd'hui qui est là, puis que c'est exactement le genre de truc qu'elle aime faire, je crois, c'est de tester proprioception, interoception, changer l'attitude, puis c'est tellement bien pour les gens qui ont ce besoin-là de se poser, de ressentir, puis de passer à autre chose, d'intégrer un changement. Donc, dans la vie, je suis un peu différent. Moi, je suis quand même très, très, très cérébral comme personne. J'ai eu besoin de flirter avec ça. Mais en fait, mais je ne peux que comprendre maintenant tous les bienfaits qui sont associés au Brain Gym, même si je ne suis pas que pratiquant Brain Gym, ça reste que plein d'outils qui sont magnifiques là-dedans. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu un pont entre Brain Gym, médecine intégrative, parce que j'ai fait un doctorat là-dedans. D'ailleurs, mon projet de thèse est déposé de PhD. C'est la seule thèse au monde qui existe sur le lien scientifique entre les chakras et les articulations du corps. Quand j'ai déposé la thèse, ils ont fait « OK ». Puis j'ai aucun référentiel, donc c'est assez extrême. C'est un peu stressant parce que dans 6 mois, il faut qu'elle soit finie. Et je n'ai pas le temps. Mais c'est pour montrer que les corrections au niveau des chakras du corps vital, ça a une affectation, une transposition au niveau du corps physique, en fait, quand on règle les problèmes émotionnels, vitaux, comme on fait avec les méridiens, bon, dans ceux qui ont fait Touch for Health, etc. Ici, toucher pour la santé, je crois. Ouais. On voit des changements par l'activation musculaire, par l'émotion, le corps vital, et ça va modifier la structure en arrière. Et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de recherche là-dedans? Puis voilà, je me suis lancé un peu dans ce projet un peu débile, inconscient, comme toujours. Et vous allez pouvoir dire, vous avez rencontré la personne qui a fait cette première thèse-là. C'est quand même dingue, après 5000 ans qu'il y a de la Riviera, que j'étais là, il n'y a personne qui a fait ça. C'est quoi la blague? Bon, bref. Donc, c'est ça. C'est super excitant de pouvoir jongler avec les outils. Brain Gym, c'est un système qui est, à chaque fois que je faisais une nouvelle formation de Brain Gym, je découvrais une nouvelle porte avec un nouveau monde en arrière. Puis je pense qu'ils ont été les premiers à rassembler un peu ce qui se fait de médecine, on va dire, holistique avec de la neurologie. C'est un système, en plus, qui est ludique, on va dire, qui regroupe les enfants, bon, les extravertis, un peu tout le monde, qui a le gros plaisir. Moi, c'est sûr que je cherchais une ligne qui était, je veux pas dire très plus scientifique ou plus cérébrale. Disons que j'aime bien aller au fond des sujets, de maîtriser au fond des choses. Donc, je me suis retrouvé un petit peu partout à continuer à étudier. Mais comme je dis, Brain Gym, ils ont tout compris. Ce que j'essaie moi-même de mettre en place avec ma propre institut, Academia Neura, c'est un système intégratif parce qu'il n'y a aucune formation au monde en ce moment qui procure un contexte réel thérapeutique qui permet de soigner une personne dans un contexte de 360 degrés. Et je pense que Brain Gym, c'est ce qui est le plus près de la réalité en ce moment. Nous, on intègre la thérapie manuelle, on intègre d'autres choses, mais ça reste que
Sans Brain Gym, j'aurais jamais poursuivi ma carrière là-dedans, probablement. J'aurais jamais eu, je ne pense pas que je serais allé aussi loin dans mes sujets. Donc, bref, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Merci d'être là. Et voilà. Merci à tous ceux qui m'ont inspiré, en fait, chez Brain Gym. Pour l'invitation, évidemment. Donc, sur ce, intro. Je vous épargne mon CV, mais ça fait environ 15 ans que je pratique. J'ai étudié dans 8 pays, je crois. Moi, j'étais du genre à ah ben lui, c'est le meilleur en l'oreille interne au monde. Je prenais un billet d'avion, j'allais passer une semaine là-bas avec. Et j'ai construit mon système comme ça, donc ça m'a coûté très cher me former. Mais au moins, ce que je fais, c'est différent des autres. C'est ce que je voulais, avoir un système qui était plus complet. Donc, de fil en aiguille, ben, j'ai fait le doctorat, mais je me suis vraiment spécialisé en neurologie fonctionnelle américaine et en médecine fonctionnelle. Donc, j'ai fait ma naturopathie, j'ai fait ma médecine chinoise, j'ai fait coaching, à peu près tout. Maintenant, je me consacre particulièrement au développement, neurodéveloppement du cerveau. Parce que c'est un bordel. Puis on va pas se le cacher depuis le COVID, c'est encore plus apparent, on va dire. Je pense que nous sommes dans la première courbe descendante de l'intelligence humaine. Les appareils électroniques, etc. Mais c'est grave. C'est grave parce qu'on fonctionne à dopamine maintenant, on fonctionne aux réactions. Et tous les gens qui avaient des réflexes primitifs pas intégrés, qui là, ils ne bougent plus physiquement, sont sur des appareils qui font, avec des neuroscientifiques qui font de la mauvaise neuroscience, selon moi, que tout ce qu'ils font, c'est stimuler ces réflexes-là, puis ces systèmes de récompense-là qu'on a besoin. Les gens n'ont plus d'attention, n'ont plus de capacité à apprendre, ne bougent plus et ne fonctionnent qu'à la récompense. La récompense instantanée. Et bon, je suis peut-être pas Albert Einstein, je suis pas con non plus. Puis là, malheureusement, je rencontre de plus en plus de personnes, puis je fais des fois, on est vraiment en train d'avoir ce genre de discussion-là, d'élaboration, de compréhension. Là, on voit qu'assez vite, il y a un fossé qui se creuse. Puis c'est triste parce que quand tu prends des enfants en clinique, les enfants, ils ont tout ce qu'il faut, en fait. Tout est en eux. C'est un programme, je pense que vous l'avez vu avec Brain Gym. Hein? On n'est pas très compliqué. Là. On n'intègre pas. On est un peu entre les deux. On a juste besoin d'une petite poussée dans la bonne direction. Puis voilà, ça se passe assez bien parce qu'on a des millions d'années d'évolution qui font que nos gènes, ils savent quoi faire. On sait comment marcher, comment ramper, comment faire le quatre pattes. C'est des réflexes. C'est des programmes qui sont dans notre corps, des programmes de survie qui sont là, qui sont juste prêts à être utilisés puis faire leur taf. C'est un truc de dingue. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a jamais eu autant d'enfants TDAH, d'enfants autistes. Il n'y a jamais eu autant de maladies auto-immunes, de maladies neurodégénératives. C'est la folie. On parle de fois 20. À chaque fois, je lis un rapport. Là. 20 fois plus d'autistes, imaginez qu'il y a 10 ans. C'est incroyable. Donc, voilà. Donc, notre rôle, vu que la prévention en ce monde-là est limite criminelle, parce qu'on n'a pas le droit de guérir, on va dire. Hein. Il y a Dieu et les médecins qui peuvent guérir. Nous, ben, on essaye de... Je sais pas ce qu'on fait, on s'amuse avec les gens, mais on fait de notre mieux, mais il y a réellement des choses concrètes qu'on peut faire puis qui ont des résultats très rapides avec les gens. On parle d'un résultat, on va faire des trucs aujourd'hui. Il y a des trucs que je peux vous montrer qu'on a des résultats instantanés avec des réflexes primitifs, avec l'activation des lobes. Pourquoi? Parce que le système nerveux et le cerveau sont instantanés, pratiquement. La vitesse qu'il processe l'information, c'est instantané. Est-ce qu'en ce moment, vous me regardez, puis l'image, elle coupe, elle gèle, puis elle doit recommencer, ou c'est un flux continu d'informations auditives, visuelles, olfactives, etc. C'est un flux continuel. Le cerveau est d'une puissance incroyable. C'est la structure la plus complexe de l'univers. Donc, pourquoi se limiter à se dire que non, quand tu as un problème, une pathologie, une maladie, un retard, que c'est à vie, puis qu'une molécule qu'on te met dans un produit chimique, tu vas prendre ça à vie, puis on va augmenter les doses parce que tu vas devenir de plus en plus résistant. Désolé, ça vient avec plein d'effets secondaires. Puis c'est comme ça à vie. C'est comme un peu dire que la neuroplasticité n'existe pas. Et si la neuroplasticité n'existe pas, ça veut dire que le cerveau ne peut pas apprendre, puis ne peut pas s'adapter. Moi, je vis dans ce monde-là parce que je suis formé en développement du cerveau. Puis là, je regarde ce qui se passe dans la réalité, dans le domaine, on va dire, pharmaco-médical. Puis je me dis, il y a quelque chose que je comprends pas. T'sais?
Autant quand je vais voir mon gastro-entérologue qui me dit que tu as une maladie du système digestif, mais que c'est pas lié avec la nourriture. OK? Donc, puis il me propose, est-ce que tu veux un coca? Tu sais, je le regarde, je suis dans un lit d'hôpital. Tu m'offres un coca, offre-moi de l'eau, je sais pas. Pourquoi tu m'offres ça? De l'acide, de la cochonnerie non nutritive. Il y a une disparité entre la réalité et puis ce qu'on apprend à l'école, en médecine, ce qu'on apprend dans nos formations, puis ce qui est offert ensuite comme service. À cause du lobby, à cause de plein de choses. Bref, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le monde qu'on vit, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis légalement, qu'est-ce qu'on peut faire sans se faire couper la tête. Je me suis fait quand même couper la tête plusieurs fois, si tu vas voir les marques. Je suis un grand fan de Highlander, je suis chanceux, ma tête. Non, c'est l'inverse, tu peux couper la tête, c'est fini. Ah là là. Bref, bon, excusez pour cette intro, je me suis égaré. Hein. Ben, j'espère que ça vous parle, puis que ça fait du sens et que ça fait un non-sens aussi, en fait. Parce que c'est ce non-sens-là qui fait que on va vouloir continuer à avancer puis à se battre, parce qu'il faut se battre, malheureusement. C'est un peu ça. Faut dire que non, ça marche pas, puis on peut aider les gens, pour vrai. Sans prétendre des guérisons spontanées, mais est-ce qu'on peut améliorer quelqu'un? Définitivement. Moi, je fais jamais de promesses aux gens. Je dis pas qu'on va guérir 100%, qu'il va se passer ça. Parce que de toute manière, si la personne ne participe pas au plan de traitement, il ne se passe rien. Hein? J'ai bien beau donner les clés d'une bagnole, mettre de l'essence à l'intérieur, faire un contrôle de routine. Si la personne a juste peur de conduire, ça ne marche pas. Ou elle ne croit pas qu'elle le peut. Ou, donc, c'est une participation qu'on a besoin active entre les gens, vous, les parents, premièrement, et l'enfant. Puis c'est souvent le parent le problème. Ah, qui ici a déjà dit aux parents, pendant l'enfant, vous essayez d'établir une communication avec lui, parler, puis elle, ouais, mais dis-lui, puis blablabla. Elle prend toujours le relais, puis dit, puis à un moment donné, elle dit, mon enfant, il écoute pas, il est stressé. Je dis, non, c'est vous le problème, c'est vous qui êtes stressé. Vous pouvez quitter la pièce si vous voulez. Je vais continuer avec lui. J'ai dû, c'est pour ça qu'il fallait que je travaille mon côté féminin, je suis désolé, mais j'ai dû, des fois, dire ça à une personne, parce que je dis, c'est toi le problème, tu t'en rends pas compte. Dans les réflexes primitifs, l'enfant, il n'est pas avec un réflexe de paralysie par la peur ou un moro ou un réflexe de protection des tendons quand il se sent dans un environnement sécure. Puis si tu as une mère qui est complètement insécure à côté ou un parent absent ou peu importe, c'est un peu difficile de s'épanouir. J'aime bien dire que les cactus poussent dans le désert. Il y a des anomalies comme ça, mais quand même, on est loin d'une forêt luxuriante. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, le sujet, coordination, sens, lobe, cervelet. Donc, pour se calibrer de l'intérieur vers l'extérieur. Puis je pense que c'est exactement ce que vous avez fait ce matin. C'est comment je me sens face à un processus intellectuel et comment que mon corps, maintenant que j'imagine que je passe à l'action, comment il se mouvoie, se déplace. Puis l'exercice du vide, c'était complètement formidable parce que même si je préparais, je finalisais mon dossier, je schématisais. Là, quand je me suis retrouvé sur la plaque, puis j'ai vu l'immensité du vide, je fais on se sent petit tout d'un coup. Il y a un petit quelque chose qui descend dans nous. C'est magnifique parce que tout est un processus qui finit dans le cerveau, en fait. Absolument tout. Toute notre interprétation de la réalité est une arnaque créée par votre cerveau avec des produits chimiques, avec des comparatifs et des perceptions, puis des impressions. Mais en fait, si on étudie un peu plus en mécanique quantique, on réalise que le vide, puis les distances, puis la communication entre les choses est instantanée. Ça n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe, en fait. Il n'y a plus rien de la physique classique qui existe, pratiquement. Puis c'est choquant, en fait, parce qu'on réalise que tout ça est une interprétation et un système de croyances basé sur quand même une vie moléculaire, parce que c'est sûr, si je me fous dans le vide, il y a des fortes chances que je me brise en morceaux. Mais est-ce que c'est encore là le pouvoir de mon esprit sur la matière qui est plus grand que la réalité du fait de tomber dans le vide? Parce que je suis un tas d'atomes mais si je suis un tas d'atomes en suspension dans l'air, puis que la loi de l'impact, c'est la vitesse par la masse, même si j'ai pas de masse en tant que telle, je suis posé de pas me briser quand je touche au sol. C'est fascinant. On pourrait parler de ça longtemps. Mais tout ça pour dire que tout est un processus dans le cerveau. Et si on va s'écarter des chemins de la conscience, mais si on fait juste parler clairement de ma perception de la réalité du monde et de moi,
c'est basé sur mes sens et les programmes qu'on m'a mis dans la tête avant l'âge de 5 ans ou d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie, qui ont éveillé des blessures, qui ont créé des systèmes de croyances, puis des choses comme ça. Le reste, ce n'est que ça qu'on doit négocier quand on rencontre quelqu'un avec. Donc, moi, la première des choses quand je vois quelqu'un, est-ce que tu as un trouble bioélectrique? Donc, je veux savoir s'il y a un trouble bioélectrique qui perturbe, en fait, l'information qui monte au cerveau. Première chose, corrige. Deuxième chose que je regarde, c'est les lobes. Est-ce que tu as un lobe qui ne fonctionne pas bien? Parce que s'il y a un lobe qui ne fonctionne pas bien, là, je vous amène, vous avez, qui ici a fait les réflexes primitifs? Quelques-uns, la moitié. Je vous recommande fortement de vous y intéresser, pour ceux qui n'ont pas fait ça, parce que c'est un réflexe. Donc, ça dépasse le niveau de la conscience. C'est super important. Ben, un réflexe, je dirais, dans les 5 dernières années, il y a eu énormément de recherches qui s'est fait grâce à Dr. Melillo. Merci. The Disconnected Child. En fait, un réflexe, vu que c'est une réponse du tronc cérébral, particulièrement, le tronc cérébral, c'est la petite partie en dessous de votre cerveau. Exemple, vous faites un bras ici comme ça. Ça, c'est votre cerveau, le point. Non, on va imaginer que ça, c'est juste le tronc cérébral. On va rendre ça encore plus simple. Ça ici, c'est le mésencéphale. Donc, qui contient les 3e, 4e nerfs crâniens. Parce que le premier, c'est l'olfactif. Lui, il est directement sur le cerveau. Et le nerf optique, c'est de l'œil qui va traverser, puis il va se rendre, on dit jusqu'au poil des fesses. Là. Vous connaissez la blague? Là? Le nerf optique, c'est le plus long du corps. Si on s'arrache un poil de fesses, on pleure. N'importe quoi. On va couper ça au montage. Là, les gens, c'est vrai. Okay. Bon, bref. Mésencéphale, donc le tronc cérébral, le brainstem, a 3 parties, OK, qui ont été développées dans la phylogenèse en fonction bon, il y a des gens qui viennent des choux avec les cigognes, puis il y a l'autre anatomie qui est plus poisson, reptile, comme on a vu qu'on va utiliser dans le système de Brain Gym, jusqu'à temps de devenir des systèmes mammiliens. Donc, mésencéphale. Ensuite, ici, le poignet, ça serait le pont. C'est là que tout traverse dans le cerveau vers on dit, exemple, le côté droit du corps va aller stimuler le côté gauche du cerveau. C'est grâce au relais dans le pont. Pons, ça se dit bien en français, j'aime bien pont, P-O-N-T, parce qu'un pont, ça traverse. En anglais, ça veut rien dire. Ça s'appelle pas le bridge. Donc, mais à partir du pont, ça traverse. Puis en bas, ici, c'est la médule allongée, donc ça serait l'avant-bras. Donc, médula oblongata, qui est le nerf crânien de 8 à 12. Donc, ça, des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens prennent l'information des capteurs. Exemple, si on regarde le 8e crânien, ça va être l'oreille. On dit le nerf vestibule, c'est pour l'équilibre. Cochléaire, c'est la cochlée, c'est pour les sons. Donc, c'est un nerf qui est double. Lui, c'est juste le 8e nerf crânien qui fait ça. Donc, tous les troubles d'équilibre, les acouphènes, ici, les ça, on faut aller investiguer ça. Donc, lui, le 8e crânien qui prend l'information d'un sens, qui est l'oreille de façon équilibre avec les liquides, mais aussi de façon sonore, il faut que ça soit projeté vers une partie de cerveau et d'autres parties, en fait, plein de parties de cerveau en même temps, qui doivent travailler de façon coordonnée ensemble. Elle a dit, j'avais pas vraiment besoin de ça. Hein. Je sais pas pourquoi je passais la nuit à écrire ça, puis finalement, je le regarde même pas. On sous-estime des fois. Hein? Bref, donc le 8e crânien va prendre l'information de l'appareil auditif et vestibulaire. Il va projeter ces informations ensuite dans une partie du cerveau, dans un lobe précis. Là, évidemment, il y a des relais vers le cervelet, vers plein de choses. Mais connaissez-vous le lobe qui processe le sens de l'audition? Ben, on va apprendre des choses aujourd'hui. Le lobe temporal. Voilà. Donc, le lobe temporal, qui est vraiment intéressant, l'oreille traverse à 60% dans le lobe opposé. Donc, il y a quand même une partie du même côté, 40%, qui fonctionne avec l'oreille du même côté. L'œil et l'oreille, c'est les 2 structures les plus adaptées à l'évolution et aux blessures dans le corps humain. Parce que l'œil, il y a des voies qui traversent dans le lobe occipital opposé. L'œil, c'est le lobe occipital. À 60%, mais 40%, il y a quand même des stimulations neurologiques qui peuvent se faire vers le même côté. Ça, c'est intéressant parce que les animaux nous attaquaient au visage. On marchait dans la forêt, il y avait des branches, des choses comme ça. Il y avait du danger. On portait pas des lunettes tout le temps, des protections.
Puis très souvent, on était frappé au visage, des coups de griffe, des choses comme ça, parce que c'est là que bon, les artères, les nerfs, ils partent. Hein. Si un animal veut te tuer, il dira pas je vais le frapper dans la cuisse, à coup de poing dans la cuisse jusqu'à temps qu'il meure. Il va te frapper ou qu'il peut te tuer rapidement. T'sais. C'est ridicule. Voilà. Ils se mettent pas des gants non plus, les animaux, comme la boxe, sport d'endurance. Donc, les blessures aux oreilles et aux yeux étaient très, très fréquentes. Donc, l'adaptation neurologique qui s'est faite, c'est de créer un circuit qui fait que si je perds mon œil ici, ben il y a encore 40%, parce qu'il y a le 60% qui sera plus stimulé de ce côté-là. Il va y avoir quand même un 40% de la stimulation de l'hémisphère qui va venir de l'autre œil. Donc, on protège les parties du cerveau avec ça. C'est fascinant. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais l'œil et l'oreille, c'est tellement puissant, ces sens-là, parce que, imaginez, vous fermez les yeux, déjà là, il manque un peu d'information. Si vous entendez plus rien, il manque quand même une énorme partie d'information. Il y a les odeurs qui sont primaires avant tout, hein, parce que même si on parle puis on voit, tout va bien, mais s'il y aurait quelques caca dans la pièce, ça se peut que notre attention serait un peu perturbée. Donc, l'olfaction, c'est le sens primaire parce que c'est ce qui nous permet de savoir qu'il y a un danger avant qu'il soit très proche de nous. En général, si ça sent le feu, ça sent un produit chimique, etc., faut qu'on sache en arrivant dans une zone que, oups, il y a un problème. Ou si on peut se reproduire avec quelqu'un, avec le nerf zéro, le nerf, il l'appelle le 13e nerf crânien ou le nerf zéro, le nerf des phéromones, que là, on peut savoir, hey, je vais rester ici, j'ai peut-être ma future femme. Tu sais. Ça se fait inconsciemment. C'est génial. Donc, bref, si on revient, cerveau, construction, protection, on a besoin de structures qui gèrent l'information des nerfs qui sont connectés à des sens. Et ces structures-là, ensuite, ils ont une autogestion. Le tronc cérébral, ça gère les fonctions vitales. Donc, ça gère les réflexes, évidemment. Le fait de digérer, respirer. Exemple, là, je parle. Ben, je me rends pas compte je suis pas en train de faire. Je respire naturellement comme je le peux avec ce système-là. C'est tous des systèmes de recalibrage qui se passent dans le corps. Je continue à voir. C'est pas parce que je parle que là, je perds la vue. Je peux pas. Tous les sens fonctionnent ensemble. À cause du tronc cérébral, de ces informations-là, et toutes les parties de cerveau travaillent ensemble, travaillent encore mieux si, de façon consciente, j'entraîne une partie de cerveau en même temps, mais travailler plusieurs parties en même temps, c'est aussi excellent. On appelle ça du stacking en neurologie américaine. C'est exemple, on peut faire un truc d'équilibre comme ça, qu'on a déjà fait, mais je pourrais en même temps faire une tâche double, cervelet, bon, médian avec intermédiaire, ou jongler, faire, ça rajoute des défis neurologiques pour augmenter la demande au niveau du cerveau de certaines zones. Ça, c'est bénéfique pour des gens qui s'en viennent à un certain niveau. Donc, voilà. Donc, si les sens, exemple, j'aurais un bris mécanique au niveau de l'œil, je suis myope, puis je te demande de regarder au loin. J'ai une perte d'information qui vient du sens. Donc, évidemment, mon lobe occipital il va être obligé de travailler un peu différemment parce que le sens qui lui fournit l'information n'est pas parfaitement adéquat. Il manque de l'information. D'accord? C'est flou, c'est problématique, etc. Même chose, quelqu'un qui a un trouble d'audition, ben, il va avoir tendance à tourner son oreille qui est la plus efficace vers la personne. Vous allez voir, hein, il va répéter, il va avancer la tête ou il va lever comme ça pour aller mieux utiliser, en fait, le pavillon de l'oreille pour créer une espèce de réceptacle qui va être plus efficace. Donc, tout ça, ben, on s'en rend pas compte, mais on fait ça inconsciemment. Ça, c'est des jeux qui sont super intéressants parce que enfin, vous faites des tests de latéralité, je pense beaucoup en Brain Gym, hein, si je me rappelle, on avait vu ça. On peut voir des fois des gens qui sont mal latéralisés, c'est-à-dire que œil gauche directeur avec une oreille droite directrice. Ben, s'il veut écouter quelqu'un qui lui parle, ben, il a une tendance un peu à changer de relais tout le temps. Ça, c'est un manque d'organisation neurologique qu'on appelle. Donc, c'est ça qui est important de savoir. Ça, garder ça, ces tests-là, parce qu'ils sont super importants. Parce que des fois, on peut changer la latéralité d'une personne. Est-ce que c'est parce que son oreille n'entend pas bien? Ou est-ce que c'est parce que son 8e crânien qui va pas bien? Ou le problème est dans la médule allongée en arrière? Ou le problème est dans le lobe temporal? Gauche-droite. Donc, c'est comme ça qu'il faut commencer à apprendre à réfléchir. Est-ce qu'il y a un réflexe qui est problématique? S'il y a un moro, on va dire un réflexe, il y a 2 réflexes qui jouent avec l'audition. C'est le réflexe de la paralysie par la peur. Oh mon Dieu! Qui a sursauté? Je t'ai vu.
il y a un trou dans le plafond. Donc, ceux qui ont fortement réagi, ça, c'est un réflexe de la paralysie par la peur, ils vont faire ça. Puis le réflexe de Moreau, ben, on le teste comme ça. Là, ce qu'on va voir, c'est réflexe de la paralysie par la peur, en plus, on va plutôt avoir un visage qui va se figer. Puis le Moreau, ça va être le sursaut. Le réflexe, comme ça, on peut définir un peu, c'est plus un Moreau, c'est plus un RPP. Mais dans les deux cas, ça reste un problème de l'audition qui est perçu comme une menace potentielle au niveau du cerveau. Est-ce que quelqu'un a eu mal quand j'ai crié? A senti quelque chose sur son corps, sur sa peau? Non. On a juste vécu, ouais, tu as senti peut-être tes poils hérissés. Ouais, ça, c'est à l'interne. Parce que ton cerveau a processé l'information, puis s'est demandé, est-ce que je suis en danger? Puis là, il a entamé son mécanisme normal, c'est-à-dire il a produit du cortisol, l'adrénaline, pour te préparer au combat contre rien, parce que l'histoire est déjà finie. Mais pendant ce temps-là, après, ton système nerveux reste comme ça, toujours en peur, puis là, c'est long avant que ça relâche. Là, imaginez quelqu'un qui vit ça au quotidien, on a plein d'enfants comme ça, là, on veut qu'il s'assoie sur une chaise, puis que lui, ben, il a un problème visuel. Les yeux, on peut le tester avec des mouvements, on peut le tester avec des lumières. Donc, ça peut être des changements de lumière. Il y a des gens ici qui sont sensibles à la lumière, les phares de croisement, c'est ça, ouais. Les yeux qui fatiguent très rapidement sur les ordinateurs, peuvent se ramasser avec des migraines. Des gens qui, dès que ça bouge devant lui, moi j'avais ça, je faisais du combat avant, puis j'avais des gens, dès qu'ils approchaient les mains de mon visage, je tournais la tête. C'est pas efficace, parce qu'en fait, si tu vois pas le coup arriver, puis tu te retournes la tête, c'est lui qui fait mal. Parce qu'habituellement, quand tu vois le coup arriver, tu rentres ton menton, tu peux te protéger, mais le coup que tu vois pas, c'est lui qui fait mal. C'est comme ça. C'est lui qui surprend et qui est dangereux. Donc, j'ai réalisé avec le temps que la neuro, c'était peut-être important pour tout le monde. Hein? C'est important pour les athlètes au niveau autant que pour les enfants. Donc là, si on a un problème avec les yeux, un problème avec l'audition, ben la menace perçue est où? On sait qu'il y a une réponse de réflexe qui vient de ton tronc cérébral, mais est-ce qu'il y a un lobe qui est problématique et est-ce que ton sens est problématique? Donc, je vous mets un autre contexte qui est chatouilleux ici. Chatouilleux. Ouais. Donc, ça, c'est une immaturité sensorielle de la peau. Ça, c'est le lobe pariétal dans le cerveau. Donc, le lobe pariétal en arrière, on sent avec le derrière du cerveau et on bouge avec le devant. Donc, si le lobe pariétal est immature, ben là, les tests que vous avez appris pour ça, c'est l'endo, galant, excusez, ouais. Spinal, le galant dans le dos, on peut faire sur les côtés. On voit les gens qui font une flexion latérale avec une élévation de la hanche opposée. On peut avoir les pieds avec un réflexe plantaire ou un Babinski. Fait qu'il y a des réflexes qui sont hypo. La personne ne sent rien parce qu'elle n'a pas assez de sensibilité. Puis on peut avoir l'inverse, un réflexe de retrait. On peut avoir le réflexe palmaire. Moi, j'avais un réflexe palmaire, j'étais massothérapeute puis je faisais de l'escalade. Première fois que je suis arrivé sur une paroi, je voulais me casser les avant-bras. J'étais comme ça. Puis en plus, ben, l'information visuelle, un peu de vertige, puis c'était désagréable. J'ai essayé de performer dans le sport à cette époque-là, mais j'avais tellement de problèmes sensoriels, c'était n'importe quoi. Tu te bats contre ton corps tout le temps. Tu te bats contre ces réflexes-là. Donc, c'est vraiment là que c'est devenu intéressant parce que j'ai fait du réflexe. On a tous fait, ceux qui travaillent avec les réflexes ici, des fois, on passe un an sur un réflexe puis il se passe rien. N'est-ce pas? Faut l'avouer, des fois, ça se passe pas bien. Pourquoi ça se passe pas bien? Parce qu'on ne passe pas assez de temps sur le lobe et le sens. J'ai fait Padovan aussi, j'ai fait des grosses écoles en réflexe, j'en ai fait 5 écoles en réflexe. Puis quand on voyait une rééducation de l'oreille interne, exemple avec Padovan, sans vouloir lancer des pierres à personne, parce que c'est une excellente école qui ont un bon système aussi, mettait une personne dans un hamac, faisait tourner, et après ça, ben de l'autre côté, mais je dis, OK, mais après, je suis allé en neurologie américaine, puis ce qu'on comprend, c'est qu'on peut tester spécifiquement, dans l'oreille interne, il y a 3 canaux. Il y a le canal antérieur, semi-circulaire antérieur. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Il y a le canal horizontal. Il y a le canal postérieur. Mais en plus, il y a l'organe autolytique, qui contient la sacule et l'utricule. C'est des mouvements comme ça. La sacule fait le haut puis le bas avec le corps, puis l'utricule fait l'avant-arrière. Donc, si je te fais tourner dans un hamac, n'importe comment, qu'est-ce que je fais comme stimulation? Autant que la manœuvre des plaies qu'on va voir chez des kinés ici qui vont faire, tu relèves la personne avec la tête tournée, puis mais qu'est-ce que tu fais? Quel des canaux tu stimules?
En neurologie, on veut de la précision. Si tu es précis, tu n'as pas besoin de le faire souvent, tu as besoin de le faire bien, à quelques petites séquences, il va y avoir une connexion synaptique qui va se faire, qui est sécure pour le cerveau, puis tu vas avoir un maximum de résultats. Si tu fais du n'importe quoi, attends-toi pas à avoir un résultat précis. C'est un peu comme prendre une mitraillette aujourd'hui, puis de dire, ben regarde, je veux tirer sur le poteau, puis je fais ça. Ouais, ça se peut que j'endommage le poteau en arrière, là, la colonne, mais ça se peut que j'ai tué tout le monde dans la pièce aussi. Hein? Fait qu'idéalement, c'est d'être précis, c'est un sniper, puis tu veux stimuler exactement ce que tu as à stimuler, puis pratique à faire ça, ben, devenir bon là-dedans. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à corriger des canaux semi-circulaires, mais les gens qui viennent me voir pour un problème d'oreille interne, de vertige, de labyrinthite, ben, ils viennent me voir une fois, puis c'est réglé. S'ils font l'exercice après à la maison. Il vient pas, j'ai fait 6 mois de rééducation vestibulaire 3 fois semaine. Ça coûte cher, ça, puis ça donne pas grand-chose, en fait. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'imaginez que vous avez 6 verres d'eau qui sont tous à moitié, OK? Puis que là, quand vous faites une stimulation n'importe comment, ben en fait, le canal qui est, exemple, mon gauche antérieur serait faible, problématique. Ben mon droit antérieur va être complètement l'opposé. Il va devenir extrêmement haut en charge électrique parce qu'il va décompenser. Fait que lui, il est vide. Fait que là, on imagine qu'on a 4 verres qui sont à moitié, puis qu'on a le verre antérieur gauche qui serait pratiquement vide, puis qu'on aurait le verre antérieur droit qui serait plein. Et là, je dis, bon, ben, on va utiliser une méthode de hamac, on va utiliser la méthode pop neuro que j'appelle. Donc, on prend une cruche d'eau, puis on met de l'eau dans tous les verres. Fait que oui, effectivement, il va y avoir une augmentation légère du niveau d'eau là, mais pendant ce temps-là, lui, il va déborder, il va entraîner une surcharge neurale qui va faire régresser le système nerveux complet, puis les autres vont devenir trop actifs. Qu'est-ce que j'ai fait pour aider la personne? Pas grand-chose. J'ai fait un beau dégât d'eau, par exemple. Hein? Ça, on appelle ça une surcharge neurale, quand on fait de la neurothérapie. Une surcharge neurale, en fait, c'est un peu comme si je te dis, je viens de parler. Salut, ça va? Ouais, on a une conversation. Puis tout d'un coup, je me mets à te crier après. Comment tu te sens après? En mode d'intégration ou pas? Tu ne sentiras pas en mode d'intégration. Donc, le système nerveux, il faut lui chuchoter, lui murmurer, mais la bonne information. Donc, voilà. Donc, morale de cette histoire, on doit savoir tester les sens, les lobes. Là, maintenant, vous avez appris à tester les réflexes. Là, il faut essayer de faire une synergie entre tout ça. Ça fait du sens, ce que je vous dis là? Ça vous parle? J'espère que c'est des informations précieuses pour ceux qui travaillent avec les réflexes. Ça va vous ouvrir un peu à de la précision, en fait. Donc, les tests réflexes, les exercices pour corriger les réflexes, du moins les exercices correctifs de réflexes ne changent pas réellement. Je fais pas rien, je réinvente pas la roue avec les exercices de réflexes, ils fonctionnent très bien. Il y a un travail monstrueux qui a été fait derrière ça, c'est super. Il y a Paul Landon qui travaille beaucoup avec les isométriques aussi en France, c'est un autre beau rajout, c'est intéressant, qui a écrit des livres d'ailleurs pour Brain Gym. Ça, c'est une bonne méthode. Ce qui est archaïque, par exemple, c'est ce qui vient autour avec les lobes puis avec les sens. C'est là qu'il faut aller plus loin, en fait. Faut pas utiliser un hamac, il faut utiliser une stimulation précise. Des fois, l'œil, ben, ça va être un mouvement qu'il faut faire. Des fois, c'est une lumière qu'il faut travailler. On travaille pas assez avec ça. On travaille pas assez avec ça. Ça peut être une couleur. C'est un lobe occipital. Ça peut être juste une couleur. Si on travaille avec trop de couleurs puis de stimulation, une lumière puis une couleur, pour monsieur, madame, tout le monde, ça va bien. Si vous faites ça sur un autiste, très mauvaise idée. Parce que l'autiste, ses sens sont exacerbés. Parce que il arrive au thalamus, le relais des informations sensorielles, puis lui, il est en pleine capacité tout le temps. Il n'arrive pas à trier. C'est un centre de tri. En fait, là, c'est Noël. Tout le monde veut des cadeaux à Noël. Puis son système nerveux, il n'est pas capable de relayer les informations dans le bon timing. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'isoler, il va vouloir être dans une pièce sombre, il va se cacher, il va vouloir arrêter de voir. Donc, il faut travailler avec moins de stimulation sensorielle possible. Donc, faut y aller avec le système nerveux de la personne. Soit que c'est un hypo qui sent rien, là, il faut créer de la stimulation, ou soit c'est un hyper, ben en fait, au lieu de lui redonner une stimulation, il faut peut-être baisser ceux qui sont trop élevés et subtilement aller en ordre de priorité, quel lobe je vais travailler en premier, quel réflexe je vais désinhiber, puis après, reconstruire, en fait, reconstruire une neuro qui est fiable. J'aime bien dire, votre cerveau, c'est comme une maison, il y a des étages, puis quand on a un réflexe, exemple, paralysie par la peur, Moreau, c'est vraiment nos deux premiers, là, avec le réflexe de protection des tendons. Si ces étages-là sont pas construits, puis qu'on veut reconstruire d'autres trucs, mais là, il faudrait qu'ils marchent, là, ça fait 1 an, on essaie d'accélérer les trucs,
mais finalement, on n'aide pas la personne. Il faut qu'elle soit prête neurologiquement à le faire. Donc, il faut être capable de ramper avant de faire un 4 pattes. Après le 4 pattes, ben, avant de marcher, il faut être capable de se mettre debout. Puis après, il faut marcher, puis après, il faut courir, puis après, puis sauter, bon, etc., faire du sprint. Il y a des étapes neurologiques comme ça qui sont basées sur la sécurité. Le système nerveux, ce qu'il va faire à temps plein, c'est vérifier si tu es sécure avant de te permettre de performer. Toujours. C'est pour ça que le concept que je vous parlais de surcharge neurale devient important. Parce que tu ne peux pas demander à un système nerveux de performer s'il est en état de stress. C'est exactement ce que vous avez fait ce matin avec le recalibrage. Comment je me sens en ce moment? Est-ce que je me sens encore stressé face à l'événement ou je penche dans le vide puis je suis prêt à sauter? Si tu penches dans le vide, tu es prêt à sauter, ça veut dire que ton système nerveux t'a dit « Yes, je me sens ancré ». On le dit en plus, c'est de l'ancrage. Je me sens ancré, donc je suis stable. Si je suis stable, je peux bouger. Votre corps humain, c'est pareil. Si je me mets debout, je suis comme ça, puis je bouge mon bras. OK, je vous conseille d'arracher le bras de votre ami à côté de vous. Ouais, un bras, c'est quand même lourd, hein, ça paraît pas. Une jambe. Mais c'est tellement lourd, puis on s'en rend pas compte parce que nos chaînes musculaires sont adaptées avec ça. On a des fascias, des muscles, bon, etc. Puis tout ça travaille ensemble, on se rend pas compte du poids de nos membres. Mais quand quelqu'un s'assomme, tombe par terre, vous le tirez, vous allez voir que tout d'un coup, il devient très lourd. Hein. Il n'est pas participatif. Donc, on est très lourd. Puis là, quand que je bouge mon bras ici dans l'espace, donc je le mobilise, ben je dois être capable de le stabiliser. Parce que si je bouge ça dans l'espace en tant que tel, mon centre de gravité change. Mais par réflexe, j'active d'autres muscles et je transfère mon poids d'une autre façon. Vous allez voir, des fois, vous prenez un truc lourd, là, vous allez commencer à changer de poids sur votre hanche, de façon sexy ou non. Mais on transfère notre poids pour nous aider, en fait, à répartir cette charge-là. Donc, on va chercher de la stabilité ailleurs. Je demande à quelqu'un, bon, je te pousse, puis vous allez voir, les gens, ils se replacent, ils se mettent plus large. Ils élargissent leur base d'appui. Je te dis, oh, je vais tester ton équilibre. C'est rare les gens qui vont dire, je vais me mettre en déficience le plus que je peux. Vas-y. Voilà. Fait que c'est d'ailleurs ce qui est bon du yoga, des choses comme ça. On rapetisse la base d'appui, on fait des mouvements d'équilibre en conscience. C'est un des seuls trucs avec la posturologie et le yoga qui recalibre, qui remyélinise, qui reconnecte le lobe frontal au reste du corps. Donc, voilà. Le lobe frontal est quand même important parce qu'il permet de rationaliser les émotions. Il permet de la capacité à l'apprentissage, la mémoire, la planification. C'est ce qui fait que... Est-ce que je dis quelque chose de grossier? Non? Non? C'est bon. C'est ce qui fait que... non, mon exemple est bon. On se fait pas pipi dans la bouche si on serait des singes. Donc, c'est grâce à ça que... C'est ça la différence entre un singe et nous. C'est qu'on est capable d'inhiber nos comportements. Nos comportements sociaux. Les animaux, ben, ils le font pas nécessairement. Tu sais. Limite, ton chien, il a envie, il va à côté de toi, il te regarde. Il y a un petit, un peu, t'as aperçu de honte un peu dans les yeux, il te regarde. Je suis pas certain de ce que je fais, il te regarde, mais tu fais, non, c'est peut-être pas le moment. Donc voilà, c'est le lobe frontal, quand il fonctionne pas bien, on va le voir chez des gens qui, bon, Alzheimer, ça va commencer, des maladies mentales qui vont commencer à s'installer. C'est des gens qui vont sauter les plombs pour aucune raison ou qui vont commencer à quasiment retourner en enfance, avoir des comportements un peu aller bouder, puis c'est ça, tu fais, bon là, t'as 50 ans, là, ça suffit, là. Il y a une inhibition qui se fait pas bien. Puis en fait, c'est pas qu'ils sont débiles, qu'ils sont cons, qu'ils sont immatures. C'est que oui, ils sont immatures, mais sensoriellement. Puis c'est pour ça que ça devient la deuxième chose qu'en consultation que je fais, une observation des lobes, du fonctionnement de ça, s'il y a des réflexes, des sens qui sont problématiques. Parce que s'il y a 2 lobes qui marchent pas, 2 sens qui marchent pas, 8 réflexes, je te laisse comme ça, ben t'es pas nécessairement un idiot qui peut pas vivre en société. Faut rééduquer tes sens, ça aurait dû être fait à l'enfance, ça n'a pas été fait. Ou tu as eu un trauma, il y a eu quelque chose qui s'est passé, X, puis qu'en fait, il faut juste reprendre ça. Puis un coup, on te ramène ça, on te donne à ton plein potentiel, en fait, de pouvoir vivre, fonctionner, sans être agressé tout le temps, puis de rentrer dans des mécanismes de survie. Voilà. Et quand il n'y a pas de mécanisme de survie, ben on tombe en mode d'apprentissage, parce que l'être humain est curieux de nature et aime les gens de nature, parce qu'on survit ensemble. Hein? Si votre pompiste, votre épicier, tout le monde arrête de travailler tout d'un coup, demain matin, je vous dis, ben voilà, t'es livré à toi-même aujourd'hui. Vous allez voir que il n'y a pas grand bouffe dehors.
ça va être difficile de survivre, puis ça va être le chaos. En fait, on vit ensemble, puis les gens, moi, j'aime pas les autres. Ben, t'aimes pas les autres, peut-être parce que tes sens, ils t'aident pas. Parce qu'en tant que tel, on aime tout le monde. On aime être aimé, c'est un besoin fondamental. On veut être aimé, on veut être accepté, on veut se sentir utile. Quelqu'un qui me dit, j'aime pas les autres, je suis de même, je suis un sauvage. Non. Parce que la journée que je te donne un couteau, je te dis, va vivre dans le bois, tu me diras si t'es un sauvage, tu vas t'ennuyer, ça sera pas trop long. Puis, tu vas être bien content d'avoir quelqu'un qui te donne un bout de... Tu sais, on se développe des systèmes de croyances complètement inutiles. Ah, ça a toujours été de même, je suis comme ça depuis toujours, bla, bla, bla. Il est de même, lui. Non. Il est adapté comme ça, puis tu es au sommet de ton évolution en ce moment dans ta capacité de t'adapter parce que ces lacunes-là deviennent fondamentales chez toi, puis tu n'arrives pas à transcender, à devenir plus grand que ce que tu es là, en fait. Excusez, là, je vous dis ça un peu trash, méchant, mais on atteint une forme de limite parce que c'est un réflexe. Après, c'est un réflexe qu'on se prend en pleine gueule ou c'est un sens. Donc, si le sens ne travaille pas pour nous, le réflexe travaille contre nous, c'est difficile d'avoir une perception de la réalité différente puis de s'épanouir. Donc, j'ai des petites lunettes de couleur ici. Ça, c'est... Bon, je ne pourrais pas la faire passer avec tout le monde, mais imaginez que ça, c'est des professions, des systèmes de croyances, peu importe. Là, exemple, je vous donne une lunette bleue, puis je vous la mets à la gueule, puis je dis, bon, essaye d'imaginer la vie en rouge maintenant. Ça marche pas. Parce que ma perception de la réalité est modifiée par un de mes sens qui va être surchargé, atteint, modifié. À partir de là, je n'arrive pas à transcender, à passer à autre chose. Quelqu'un qui est daltonien, qui manque un récepteur, photorécepteur d'une couleur, c'est sûr que il y a plein de couleurs qu'il ne verra pas. Ça ne fait pas de lui un idiot non plus, mais il y a une limitation dans une fonction. On a 3 comptes pour les couleurs. Puis on a des bâtonnets pour faire nos 50 nuances de gris. Des codes. Si on regarde, il y a des gens qui sont privilégiés par la nature, comme la crevette menthe qui a 16 cônes. Fait qu'elle, son œil, il commence à faire des caméras inspirées par elle pour voir des cancers, des tissus cancéreux. 16 cônes. Imaginez la quantité de couleurs qu'elle peut voir, elle. C'est un rave party tout le temps. C'est un truc de fou. On peut même pas imaginer ça. Imaginez si on rajoutait un cône de plus, comment qu'on verrait de couleurs dans le spectre électromagnétique. Mais elle, sa vision, si on lui dit un truc, je lui dis, ah oui, ça c'est orange. Elle dit, oh non. Ça, c'est crotte de grenouille de la planète Plouplou. C'est le vrai orange. OK. Non, mais elle a compris. Pas nous. Donc, bref, c'est juste montrer que l'imitation dans nos sens va créer une limitation dans notre vision du monde. Puis en fait, notre vision du monde, ce qui est intéressant, c'est que, vous connaissez le spectre électromagnétique visible. Ça, c'est ce que notre œil est capable de voir. Je pense que c'est 380 nanomètres à 780, 760, 860. Très petit. Puis ça, c'est ce que les appareils sont capables de mesurer. Spectre connu, qu'on a les ondes AM, FM, les infrarouges, les ultraviolets. Ça, c'est ce qu'on... Puis dans 20 ans, on aura une autre machine. Et... Puis là, nous, on base notre réalité, puis notre perception du monde, puis de tout ce qui se passe là-dedans. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans mes petites recherches, j'ai réalisé que le spectre électromagnétique visible, c'est aussi les couleurs de nos chakras. Hein? C'est le même spectre. On passe du violet au rouge, qui est le chakra racine le plus bas, vers le plus haut. Mais c'est aussi les notes des musiques qui correspondent, parce qu'une fréquence sonore ou visuelle va être traduite, ça reste une fréquence en hertz qui va être traduite par un différent récepteur. Par les yeux, c'est des cônes puis des bâtonnets qui saturent. Puis qu'un coup que le taux de saturation de photons électromagnétiques va envoyer une information par le nerf optique vers le truc. Puis là, on fait « Ah, je vois de telle façon ». Puis l'audition, c'est la même chose. Puis en vieillissant, on a une perte d'édition, on perd des hertz, on perd des fréquences, puis des choses qu'on n'entend plus. Fait que là, ça réduit notre champ d'action avec le monde. En plus, on bouge de moins en moins dans le corps. Donc, moins qu'on est capable de bouger notre boîte de mouvement, moins qu'elle est riche, moins qu'on est capable de s'exprimer avec notre corps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que malheureusement, l'enfant, il entraîne, au début, il sort, il n'est pas capable de bouger. Il entraîne sa capacité à interagir, voir des choses, goûter, sentir. Puis à un moment donné dans la vie, nous, on se dit, il n'y a pas que ça à faire, il faut bosser, on s'assoit sur une chaise, on fait notre taf. Puis après, on recommence à dégénérer. Et c'est intéressant, en fait.
Mais l'idéal, ça serait que ça soit bien fait à l'enfance, puis qu'on continue à, ben, comme vous le faites, à danser, bouger, être créatif, stimuler nos sens, puis ensuite, ben, mourir de façon plus saine, plus en santé, puis peut-être moins mourir aussi, en fait. Parce que c'est un peu ça le but. Hein? Plus le système nerveux nourrit, plus qu'il fonctionne bien, plus que les parties du cerveau fonctionnent bien. Si les parties du cerveau fonctionnent bien, c'est elles qui nous permettent d'interagir avec le monde, puis qu'on soit fonctionnel, puis qu'il y ait toute l'homéostasie biochimique du corps, puis structurelle qui fait avec ça. Puis si vous regardez je suis vraiment parti dans mes trucs, mais si vous regardez les zones bleues, les gens qui vivent le plus longtemps sur la planète, c'est les gens qui continuent à bouger, danser, chanter, qui se sentent utiles, qui continuent à travailler, puis c'est magnifique. C'est des gens qui sont en contrôle avec leur corps, puis c'est pas des gens qui vivent dans des grandes villes. C'est des gens qui vivent en montagne, en nature, qui sont pieds nus très souvent, qui travaillent encore dans le sol, dans la terre, qui mangent local, frais. Puis c'est fascinant, en fait. Donc, la vie doit s'exprimer par la vie. Puis en ce moment, on vit une vie un peu synthétique, quoi. Puis on finit par moi, que je suis coincé dans un mode de vie que je n'ai pas la chance de bouger autant que je veux. Là, je m'intéresse au biohacking, au body hacking, puis finalement, on veut acheter des appareils qui synthétisent l'impression d'être vivant pour vrai, en envoyant des... OK, tu veux t'envoyer des infrarouges? Ben, va juste dehors quand le soleil est en dessous de 45 degrés, puis après 45 degrés. Hein. Ton problème est réglé. C'est gratuit. Ben, c'est tout ça. Bref, on dirait qu'on veut des machines, qu'on veut des gadgets pour nous ramener dans notre humanité, mais en fait, on fait juste en écarter. C'est un peu triste. Mais bon, on retourne au sujet. Il me reste combien de temps, moi? 35 minutes au total. OK, ben, on va faire quelque chose. C'est intéressant, moins? On commence la conférence? Si ça vous intéresse, on a créé une petite page sur Facebook, Body Hacker, parce que c'est une pratique que je veux mettre en place, parce qu'on pirate le corps, c'est un peu ça. Puis ça, ben, juste dire que ben, soit vous êtes intéressé par nos formations, peu importe, parce que sinon on n'accepte pas n'importe qui. Mais petite page comme ça sur Facebook. Donc, c'est cool parce qu'on va pouvoir échanger, puis vous allez voir un peu des vidéos de plein de choses, comment on mixe tout ça. Voilà. OK. En fait, je vais passer beaucoup de choses très rapidement. Mais bref, on a les lobes. On a parlé beaucoup des lobes, des sens, des réflexes. Mais excusez, il y a des images qui font peur un peu. On a le cervelet aussi qu'on exploite énormément à Brain Gym. Ça, j'adore ça. Le cervelet, c'est... vous prenez votre tronc cérébral ici. Vous allez avoir deux petites bosses en arrière. Des noix, on va dire. Assez grosses. Sous le cerveau. Ça s'appelle le cervelet, cerebellum. Puis lui, il est séparé en 3 parties distinctes qui se sont développées dans la phylogenèse des animaux marins à maintenant. Donc, la partie, si on prend bon, les noix, la partie centrale, c'est le vermis, la partie médiale. Elle est directement connectée aux yeux, aux oreilles, aux muscles proximaux du corps, c'est-à-dire les muscles stabilisateurs, les muscles de gainage. Puis cette partie-là de cerveau est particulièrement stimulée quand on fait des mouvements comme ça, qui ressemblent beaucoup à un poisson. La bouche, yeux, oreilles, colonne vertébrale seulement. D'accord? C'est là que ça s'est développé. Ça serait de l'époque qui disent qu'on était des poissons. Pour les cigognes, je n'ai pas fait la neurogenèse encore. Ça va venir, mais je n'ai pas l'information. Donc, la deuxième partie, c'est le cervelet intermédiaire. Donc, si on prend une des noix et qu'on la sépare en deux, il y a une partie qui est zone intermédiaire. Ça a des noms latins aussi, c'est super cool. La partie vermis, c'est le médial, c'est archaeocerebellum, le cervelet archaïque, qui est vraiment... Après, tu as le paléocérebellum, qui est l'intermédiaire, puis ensuite, tu as le néocérébellum, qui est le nouveau. Donc, c'est les petites nomenclatures en latin, si vous voulez. Donc, la partie intermédiaire s'est développée quand on commençait à être plus proche du lézard, donc les poissons qui seraient sortis de l'eau, qui auraient commencé à s'adapter, avoir des bras, des rampés. Si on regarde dans le même principe, au début, un bébé, ce qu'il fait, il va faire flexion, il va commencer à lever la tête, puis il va commencer à préparer des retournements, donc des patrons moteurs qui sont ipsilatéraux, homolatéral, ipsi. Après, il va commencer à faire des ipsi comme les lézards, dans le fond, qui vont bouger un côté à la fois. Ça, c'est vraiment la ligne intermédiaire du cervelet qui va s'occuper de ça. Donc, la partie intermédiaire du cervelet, c'est les bras, les jambes.
sans les pieds et les mains, idéalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à faire des traces en médecine chinoise avec les méridiens qui passeraient dans ces conduits-là du cervelet intermédiaire. Puis les méridiens, ben, par chance, ils passent sur les bras et les jambes. Donc, c'est quand même intéressant. Puis là, le cerveau, le nouveau cervelet, la partie latérale, c'est la partie, bien évidemment, la plus évoluée, qui nous permet de faire des micro-mouvements. Micro-mouvements de la bouche, parler, c'est excessivement complexe. Un chien, ça jappe, ça grugne, mais ça fait pas des... On est beaucoup plus complexe. On a des accents, des mouvements de langue, des mouvements de bouche, c'est super complexe parler. Déjà, le processus de pensée, mais les micro-mouvements musculaires du visage, c'est une rééducation des mouvements de la langue, c'est un truc de fou. Ça, c'est le cervelet latéral qui fait ça. Aussi la main, les pieds. Donc, tout ce qui nous a permis à commencer à prendre des objets, les évaluer, les regarder, rapprocher. Et il y a eu le développement du système émotionnel qui s'est fait avec le cervelet latéral aussi. Donc, on a commencé à avoir des émotions plus complexes que le cerveau mammélien classique ou reptilien. On va dire que je t'attaque ou je t'attaque pas. Donc, les animaux, ben, ils ont le goût de jouer. Ça peut être des jeux violents, mais ça fait partie de leur... il y a quand même une forme de jeu qui est là. Mais c'est pas des jeux complexes, comme je m'en vais... ils se cachent pas pour les mêmes raisons. Nous, on peut planifier, anticiper, puis c'est quand on a commencé à réaliser, exemple, si je te lance une roche, tu peux avoir mal, et j'ai pas mal, c'est génial. Fait que là, on a commencé à mieux évaluer les distances, je me cache dans l'herbe, je me relève. Tout le développement du cerveau s'est fait vraiment à cette époque-là, avec ces zones-là qui ont commencé à augmenter, s'améliorer. Il y a aussi qu'on était des charognards, que si je me bats contre un ours ou bon, peu importe, n'importe quoi qui aurait mon poids plus petit, moi, sans mes griffes, avec mes petites dents, vous avez déjà mordu un chien, ça fait mal aux dents. Puis lui, il a pas trop mal, en général. Il va te crier après, mais il se passera pas grand-chose. On n'est pas trop fait pour se battre seul. On est faible. On est pas mal l'animal le plus faible de la planète ratio poids. Donc, on a des stratégies à la place. Puis nous, ben, finalement, ce qui nous a sauvé l'existence, c'est notre système de thermorégulation qu'on sue. Quand on sue, on se refroidit. Parce que si vous avez de la sueur, vous allez courir, vous allez sentir le vent sur votre corps, ça refroidit le corps. Vous avez déjà remarqué ça? Si vous êtes en sueur, vous soufflez dessus, vous sentez le frais, vous sortez de l'eau, vous êtes mouillé, vous sentez un coup de vent, c'est froid. Bon. Fait que c'est ce qui nous a sauvé l'existence. Parce qu'en fait, on est devenu le meilleur coureur de fond de la planète. On est un des seuls bipèdes, on courait après les animaux, puis eux, ils courent rapide. Puis à un moment donné, ben, on pouvait courir longtemps après eux, puis à un moment donné, il y avait un petit choc insulique, il y avait chaud, pas insulique, excusez-moi, un choc thermique. Petit coup de chaleur, il tombait, et voilà, et on le tuait un coup qui était à terre, puis il avait trop chaud. Son système, il tombait un peu comme votre automobile, quand le moteur est trop chaud, Preston ne fait pas son travail, l'auto, par sécurité, arrête, puis c'est pareil pour les animaux. Nous, on leur brisait le crâne, on mangeait la moelle, on mangeait le cerveau. On allait chercher plein d'oméga 3 comme ça, puis ça allait contribuer à faire des suppléments d'oméga 3 maintenant dans votre cerveau. Ça nous aide à devenir plus intelligents. Puis pendant ce temps-là, il y a eu le travail qui s'est fait avec les développements du cervelet. Bref, c'est fascinant, le corps humain, j'aime bien. Donc, si on revient au développement du cervelet, latéral, c'est des émotions plus complexes. Parce qu'un animal, dans la nature, un animal qui boite, qui est faible, qui est malade, très peu de fois, on voit des animaux qui sauvent d'autres animaux, de d'autres espèces. Ça arrive. Les animaux sont particuliers. Il y a des phases d'évolution aussi. Il y a des animaux qui le font, mais c'est contre-évolutif. Parce que si tu as un tripot de gnous en Afrique, ça mène ailleurs. Là, le troupeau de gnous, puis il y en a un, ben c'est un vieux gnou qui fait un peu d'arthrite dans la hanche, puis il court un peu tout croche. Puis là, j'ai un troupeau de lions qui s'en vient nous manger. Ben, les 5000 gnous vont peut-être pas faire « Ah ouais, papy, on t'attend, viens-t'en, viens-t'en. » Puis après ça, que tout le monde se fait manger. Malheureusement, dans la nature, c'est la loi du plus fort, puis celui qui est faible ralentit tout le reste du troupeau, et c'est lui qui va se faire manger. Puis les animaux n'ont pas ce côté-là de dominance. Ils diront pas moi, je veux un grand combat contre le gnou. » Non, il va juste manger le plus faible, puis il va avoir faim, puis voilà. Parce que les animaux, dans la savane, ils sont tous sur le bord du lac, ils se regardent, tout le monde va bien, puis à un moment donné, il y en a un qui a faim, puis il regarde, ben là, maintenant, t'es ma proie. Mais le reste du temps, ils sont pas en train de vouloir se tuer tout le temps, là. Ça, c'est les humains qui sont comme ça. Honnêtement. T'es arabe, toi?
T'es ci, t'es ça, t'es blond, t'es bleu, t'es un gars, t'es une fille, t'es un yel. À cette heure, on se bat pour n'importe quoi. La politique, le ci, le ça, mais c'est complètement débile. Mais dans la nature, ils le sentent, puis si j'ai pas faim, mais t'es pas en danger, puis voilà. Il y a pas de... Parce que les animaux vont se battre ensemble pour s'entraîner. C'est des jeux de combat pour les rendre plus forts. C'est toujours ça. Faut qu'ils soient plus forts, faut qu'ils jouent à se battre. Puis après, ben, quand ils s'en vont tuer, il faut qu'ils tuent. Puis c'est pas de jugement, c'est juste parce qu'il faut qu'ils mangent. Ils mangent pas 3 fois par jour comme nous, 4 fois par jour. Ils mangent quand ils sont... Voilà. Puis là, c'est l'heure de manger parce que sinon, ma santé va commencer à dépérir. C'est un truc de fou. Bref, les animaux faibles, ils finissent dans le ventre des gens. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que ça garde le troupeau, la famille, l'espèce de plus en plus performante. Parce que moins qu'il y a de gens qui ralentissent, plus qu'ils courent vite, plus qu'ils sont forts, puis plus que les lions sont obligés de devenir plus forts aussi pour chasser plus, mieux. C'est comme ça que l'évolution s'est faite des espèces, en fait. Bref. C'était une autre parenthèse, ça. Hein? Ça va vite, 1h30. Bref, le cervelet. Donc, je pense que ça pourrait nous intéresser pour faire un petit test de lobe ici. On avait quelqu'un de chatouilleux puis qui a sursauté tantôt. Est-ce qu'on a une combinaison magique de tout ça? Qui était chatouilleux et a sursauté? Hein? Sursauté, c'est à l'intérieur. Elle est déjà en train de me négocier que je ne la prenne pas, tu sais. Je pense que c'est une excellente candidate. Ouais, c'est bon. On y est avec ça. On va faire un petit test de lobe. Tu peux relancer ça. Là. Puis je veux prendre les informations les plus impures que je peux. Comme prendre des vitamines avant de faire un test de vitamine C. Mais tu voulais pas tester mes vitamines? Et l'autre raison, j'enlève j'ai la technologie Q sur moi qui stimule le système nerveux central. Donc, si je fais ça, ben il y a peut-être des choses qui vont disparaître. On fera le test après si on veut, là, mais c'est quand même fascinant. Donc voilà, je suis nu comme un verre. Tu peux t'asseoir. OK. Tu vas mettre pouce et index ensemble ici. Un beau petit sac. Tiens fort. Excusez-moi la caméra. Fort. Super. Même chose ici. Tiens fort. Pas de troubles bioélectriques prioritaires. Magnifique. Qui travaille avec des tests de kinésiologie ici? Yes. Ça nous sauve du temps. Donc, un petit test de deltoïde moyen. Je ne sais pas si ça va? Ou je suis mieux de bouger la table un peu? Bouger la table un peu? On bougeait la table un petit peu. Voilà. Pour ceux qui ont un œil gauche dominant, je suis désolé. Vous allez changer de côté. Tu peux te rasseoir? OK. Donc, je verrouille le coude. Pouce fort vers le haut. En fait, c'est super intéressant. On teste la réponse galvanique du corps. On regarde s'il y a un potentiel électrique qu'on peut modifier ou pas. Puis, encore. Bon, bref. Oui. Comme ça. Okay. Pouce fort vers le haut. C'est fort. Je peux rajouter de la pression. Son système nerveux s'adapte. Tout va bien. Là, je vais faire un petit challenge. Je vais toucher le petit master point ici. Pouce fort vers le haut. Et le système nerveux, là, ne peut plus résister. Tout va bien. C'est ce qu'on veut. Là, ça me permet de savoir c'est quoi quand c'est fort pour elle, puis c'est quoi quand c'est faible. Un coup, je vous expliquerai ça plus tard si vous voulez, pour ceux qui sont pas habitués avec ça, mais ça nous sauve du temps monstrueux. Puis là, en sachant ça, ben je sais que j'ai pas besoin de mettre plus de force, parce qu'elle, quand ça devient faible, ben probablement qu'à peu près un doigt pousse fort vers le haut. Vas-y fort, donne tout. Ça me donne rien d'être debout. Là, les gens, ouais, tu pousses plus fort. Écoute, je ne suis pas si fort que ça. Ou es-tu si faible que ça, que je te détruis avec un doigt? Là, les gens, ah non, t'as raison. Bon, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, je sais que je peux communiquer avec son système nerveux, que ça va bien. À partir de là, je vous montre ma manière. Ça, c'est... Pas de caméra, s'il vous plaît. Je vous watch. Je ne le veux pas sur YouTube, attention. Non, mais je ne le montrerai pas sur YouTube parce que c'est une technique qui coûte cher. Ah oui, je vous le montre ici. Hein. Je vais faire une petite séance d'hypnose après, vous allez tout oublier. Et là, on a bel et bien un hémisphère droit qui semble en sous-capacité. Ça, c'est la méthode que je préfère. Sinon, c'est l'examen de 1 heure que la personne doit remplir à la maison avec plein de questions qu'elle pré-remplit. C'est horrible. Horrible. Jean Mélilou, ce qu'il fait, là, c'est long. J'ai essayé une fois. Ma consultation est passée de 3 heures à 5 heures. Je vais être OK, on va... c'est n'importe quoi. Là, c'est des petits tests que j'ai développés. Donc, on a un temporal et un occipital. Donc là, je m'attends à avoir des beaux petits réflexes visuels et auditifs et peut-être olfactifs. Donc là, je stimule de façon sensuelle son éminence ténor. Parce que ça, sur un IRM fonctionnel, un appareil d'imagerie médicale, si on touche de façon rugueuse,
La peau ici, c'est le thalamus qui va allumer. Si on touche comme ça, doucement, c'est des récepteurs fins, c'est le lobe insulaire médian à place qui allume. Il y a façon de distinguer les deux. Bref. Donc, je simule ici le lobe insulaire médian, pouce fort, et ça va. Donc, si le lobe insulaire, en plus, sortirait, je m'attendrais à ce que le système limbique, en plus, soit problématique. Le système limbique va gérer les hormones, à cause de l'hypothalamus, thalamus, etc., mais aussi va gérer le système émotionnel. Fait que là, je m'attends que j'ai pas vraiment le choix de faire de la thérapie émotionnelle avec cette personne-là où il y a un gros trauma émotionnel qui est dans l'arrière. Donc, ça m'aide à visualiser déjà mon plan de traitement. Fait que là, dans ma tête, j'ai déjà un lobe temporal droit avec un lobe occipital droit. Fait que probablement les couleurs ou la vue, c'est pas top. Pas-tu les lunettes? Non. OK, parfait. Super. Top. Mais est-ce que tu interprètes bien la bonne vue? Oh, hein? Ça, c'est pas garanti. Voilà, c'est ça. Je suis pas sûre, Les mouvements, c'est autre chose. Puis le lobe temporal, il fait partie de l'intelligence spatiale aussi, en fait. Le lobe temporal, on a le lobe pariétal. C'est exemple, je vous dis, danser, chanter, regarder. Ça c'est comment je me sens dans l'espace. Mais le lobe temporal, c'est je danse, mais faut pas que je la touche, elle. Fait que moi, par rapport à des objets, comment je suis positionné aussi. Ça, c'est une autre partie de cerveau. Donc, l'intelligence spatio-temporelle qu'on dit, c'est deux choses. Parce qu'il y a des gens que vous allez dans un truc de danse, là, la personne, elle bouge super bien, tout va bien, mais elle fout des roustes à tout le monde. Puis là, c'est les réflexes toniques asymétriques du cou, je crois, ceux qui nagent, puis que finalement, ils se cognent toujours la tête au bout de la piscine, ils n'arrivent pas à évaluer ces distances-là. Puis ça, ben, tu vois que c'est temporal avec le réflexe de l'oreille qui stimule le lobe temporal. C'est ça qui est intéressant de faire ces liens-là, parce qu'on fait comme, ben, le problème, je peux bien améliorer ta nage à l'infini, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est un réflexe qui vient de l'oreille, donc le 8e crânien avec le mésencéphale, puis on va apprendre à jongler avec ça. Fait que là, dans ma tête, je dis potentiel occipital. L'occipital, c'était pas très faible versus le temporal. Son temporal est beaucoup plus faible. Le temporal va processer l'olfaction du même côté. C'est un sens primaire, c'est avant même que ça croise dans le cerveau. Cerveau droit, c'est toujours des émotions négatives, à base, en fait. Si on regarde les grosses zones d'anxiété reliées avec l'oreille interne, le lobe temporal, c'est particulièrement ça. Quand on voit un lobe temporal là, avec une oreille interne problématique, souvent, c'est des personnes un petit peu plus dépressives, anxieuses. En général, ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais bref, on se fait ces trucs. Donc, émotion négative, droite, quand il y a une sous-capacité. Et narine droite, les odeurs qui puent un peu, ça pue ici, j'aime pas ça. C'est des gens qui vont rentrer dans un endroit, puis si l'odeur est pas bonne, tout de suite, ils vont hyper réagir. En fait. Ça te parle un peu? Peut-être? Ça veut pas dire que tu as ça. Faut tester. Ouais. Les odeurs agréables, ben en fait, c'est ça sent bon, puis c'est ça, ça va bien. Quand ça va pas, ben c'est tout simplement la personne, un enfant qui rentre à la maison, puis que vous faites de la bonne bouffe, puis il dit jamais ça sent bon, il est jamais stimulé par son sens, mais on voit qu'il y a une sous-capacité. On peut faire un petit test, je crois qu'on les a. Je vous apprends à disséquer un peu ces sens-là, quoi. Ah. Tu vas, je le sens déjà, moi, ça va bien. Tu vas bloquer ta narine droite, gauche, excuse-moi, et je vais te faire sentir l'odeur. Puis ce que je vais faire, c'est quand tu vas inspirer, je vais lever le pot. Puis dès que tu sens, tu fais un signe. OK? Si tu sens pas, ben, je vais te laisser reprendre ton souffle, je vais arrêter, puis on va recommencer. D'accord? Donc, ferme la narine. Inspire. C'est bon? Tu sens? Parfait. Ben, c'est quand même assez bien. On veut qu'on sente à partir de là, ça va. Si on serait rendu là, ça va vraiment pas. Puis, je serais obligé de faire une rééducation olfactive de cette personne-là. Donc, à date, là, tu sens, hein? Ça va. On va quand même faire un petit comparatif. Ouais. Voilà, ben, tu vas bloquer la narine droite cette fois. On va faire l'inverse. Maintenant, tu inspires. Ouais, OK. C'est pas si mal. C'est pas catastrophique. Donc, on voit une certaine différence, mais selon moi, ce n'est pas pathologique, donc c'est pas le sens que je vais aller investir. On est en train de développer des petits trucs, des petits compartiments qu'on peut mettre de l'huile essentielle, un peu comme mon micro ici, sauf qu'il y aurait une huile essentielle qui serait diffusée dans la narine de l'enfant. Il va à l'école, c'est sous sa chemise. Pendant ce temps-là, il y a une stimulation du lobe temporal qui se ferait tout le temps. Ça, c'est une idée que vous pouvez faire vous-même avec vos enfants. Si vous avez évidemment une huile essentielle, ça tâche, pas qu'ils se mettent ça dans les yeux s'ils frottent. Puis des vêtements blancs, ça peut faire des taches. Mais c'est une façon extraordinaire, un petit test que vous pouvez faire. Narine droite, émotion négative, une odeur, si elle est là, puis elle commence à se sentir rendue là, ça marche pas. Donc, c'est une façon super efficace
de stimuler votre enfant pour que la narine, le sens associé aille mieux, que ce soit une bonne odeur ou une mauvaise odeur. Puis des fois, qui a des enfants ici? Ouais. C'est tout. Mon Dieu, il faut pratiquer. C'est le lobe limbique. Bref, il faut des enfants, vous avez déjà vu ça, des enfants qui n'aiment pas manger, qui n'aiment rien, ou des picky eaters. Là. Faut pas que la bouffe se touche. Ils n'aiment pas mixer les goûts, ils veulent rien essayer. Ben ça, tu vois, les papilles gustatives, c'est une des choses, mais quand vous avez le nez bouché, est-ce que vous goûtez? Non. Parce que le sens de l'olfaction et du goût sont associés ensemble. Donc, un enfant qui n'aime rien, qui veut rien essayer, faut rééduquer l'olfaction. Et c'est notre sens primaire, à la base. OK? Donc, si vous ne faites pas ça, je vous invite fortement à réfléchir à ça. Donc, là, maintenant, on passerait au niveau de l'oreille interne. Je vais te laisser venir debout. Je vais faire mon petit test d'oreille interne de ma manière, premièrement, avec les noyaux vestibulaires profonds. En fait, parce que l'oreille interne, il va y avoir des projections vers les noyaux vestibulaires profonds du cervelet qui activent les extenseurs dans le corps. La meilleure façon que je peux vous donner, quelqu'un qui a un trouble d'un AVC va commencer à avoir une flexion partout du même côté. Il n'est plus capable d'activer les extenseurs du corps. Donc, en corrigeant l'oreille interne, ça stimule, puis ça vient réactiver cette chaîne-là. Donc, voilà. Fait que là, je vais tester un groupe d'extenseurs. Tu vas verrouiller ton coude et tirer le bras vers l'arrière. Voilà. On va essayer de l'autre côté. Bloc. Donc, triceps et grand dorsal, qui sont deux extenseurs. Là, je les combine les deux ensemble. Bloc ici. C'est fort vers l'arrière. C'est fort. Vas-y, donne tout. Et il n'y a rien. Fait que là, je sais que son oreille interne à gauche, probablement pas efficace, à moins que ce soit le méridien de la pancréas qui fait rat pancréas ensemble. Puis ils sont activés. En Brain Gym, vous avez dû l'apprendre comme ça aussi avec Touch for Health, c'est grand dorsal et triceps. Donc, si le méridien n'ira pas bien dans ce cas-là, fait que là, si vous avez l'outil pour les méridiens, ben moi, je stimule, l'exemple, méridien et pancréas, pousse fort vers le haut, ça va. C'est pas le pancréas. Ça, c'est une façon d'accélérer le truc. Fait que là, c'est l'oreille interne, le problème. Fait qu'on va vous montrer un peu rapidement l'oreille interne. Je peux pas vous montrer ça, c'est des formations de plusieurs jours, donc je vous condense ça. Je fais attention parce que quand les extenseurs fonctionnent pas bien, souvent les vertèbres sont déplacées aussi. Fait qu'on essaye de faire très attention au niveau du cou. Celle-là un peu sensible, ouais. Okay. Donc, elle, à chaque fois qu'elle conduit dans la voie de droite puis qu'elle fait son angle mort, ben, son système nerveux fait « Hi, j'aime pas ça. » C'est comme ça. D'accord? Mais j'aime mieux ça que ceux qui ont le problème avec le canal antérieur droit puis qui sont toujours sur leur téléphone à texter en même temps. Puis là, ben, ça nous invite à l'autre question suivante. Est-ce qu'il y a en plus un réflexe tonique asymétrique du cou? Ça, j'ai développé un nouveau test en kiné qui est merveilleux, qui n'existe que chez nous. Et je vous montre, je ne sais pas non plus. Fait que là, il y a un trouble avec l'oreille interne, mais je peux vouloir rééduquer le réflexe à l'infini. Mais tant que je ne rééduque pas son canal, c'est peut-être juste un problème de canal qui crée un trouble réflexe. D'accord? C'est un trouble réflexe tonique asymétrique, du coup, à gauche, avec canal semi-circulaire horizontal gauche. Corrélation. C'est nice, hein? Tant qu'à faire, on va en tester deux autres. Réflexe tonique labyrinthique va bien. Fait que c'est pas le complexe complet de l'oreille. Là, on peut vraiment aller précisément savoir c'est le canal, puis c'est le même que le réflexe qui s'ensuit. C'est cool, hein? Cette fois, les yeux fermés, on va enlever la composante oculaire parce que le cerveau recalcule avec les yeux en même temps. C'est ce qui nous sécurise ou nous fait des problèmes. Ça dépend. Si vous lisez en auto, puis que le texte est proche de vos yeux, là, vous avez mal au cœur, en auto ou en bateau, c'est quoi la meilleure chose à faire? C'est d'enlever ça puis de regarder l'horizon. C'est pour ça qu'on est mieux assis en avant qu'en arrière. Parce qu'en arrière, on voit la tête avant, puis c'est un truc qui, en fait, surcharge notre oreille interne, puis dès que on baisse les yeux à cause de la relation des yeux puis de l'oreille, puis qu'on se concentre juste sur le système visuel, on fixe l'horizon, l'oreille interne décharge. Fait que là, on sort du mode trop parasympathique. Fait que ça, c'est un autre signe qui montre déjà une dysfonction, pas des yeux. Parce qu'on pense que parce qu'on lit, on a mal au cœur, mais c'est plutôt la relation entre l'oreille interne et les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un temporal droit, donc l'oreille sous capacité de ce côté-là, donc elle va transférer 60% de ses problèmes dans son lobe temporal droit. On a encore une corrélation là. La composante olfactive, pas problématique, donc on s'en fout. Puis on a un réflexe qui est rajouté, parce qu'évidemment, le réflexe est basé sur les sens puis sur le lobe. Puis en ce moment, ben, il y a une dysfonction du lobe et du sens. Fait qu'il y a un réflexe qui est apparu. Qu'est-ce qu'on aurait fait classiquement? On serait focalisé sur le réflexe, on aurait fait le lézard, ces trucs-là. Mais on aurait, pendant le lézard, stimulé l'oreille interne qui va très bien. Donc, on aurait rajouté de l'eau dans le verre déjà plein.
comprenez l'erreur qu'on fait? Ça m'a pris des années à m'en rendre compte, le faire après. Ah, OK. Je comprends, là. Qu'est-ce qui merde? OK? Fait que c'est beaucoup plus intéressant. Ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, Tu peux t'asseoir? Ça va. Là, on va retester. On avait le kinesthésique. C'était ton occipital, toi, qui était là. OK. Fait que là, je vais faire un petit test kinesthésique pour le réflexe de paralysie par la peur. Ce que je préfère faire, c'est des stimulations. Donc, je vais être 2 minutes. Fait que là, dès qu'il y a de l'information qui arrive du côté gauche et du côté droit du corps, le système nerveux fait OK, c'était un peu trop. Alors, j'aime pas ça. Donc, probablement, les étrangers qui te font des gros câlins rapides, c'est peut-être pas ton gros plaisir. Ouais, Distance raisonnable, ça va. Donc, là, elle a construit sa personnalité. Oh, moi, je suis pas comme ça, mais en fait, c'est une immaturité sensorielle. Fait que là, la logique serait qu'on teste aussi... j'adore ces crayons-là. Des squelettes. Puis pour les réflexes, c'est magnifique. Reste relax, la main. Molle, comme une vache. Mouh. Je prends la petite truc. Est-ce que ça chatouille, ça va? Ouais. Ça chatouille un peu? Ça Ça chatouille, mais il n'y a pas de réflexe palmaire qui sort. Mou. Mou. Comme une vache. Mou. Ici? C'est un peu moins sensible. Un peu moins. Ouais. Good. Fait que ça, c'est récepteur un peu rugueux. Et si vous n'avez pas ça, une petite brosse à dents électrique. Là, on stimule des récepteurs de vibration. Okay. Mou. Mou. Est-ce que c'est pire? Ouais. C'est pire? Ouais. OK. Moi aussi. Tu vois, il n'y a pas le réflexe de main. Là, on ne fait pas le réflexe de préhension, voir s'il y a la grippe. Mais probablement qu'elle, je lui ferais plus travailler avec la brosse à dents, parce que ces récepteurs-là sont plus immatures que les récepteurs rugueux, en fait, dans son cas. Donc, elle pourrait faire ça. On pourrait faire le même test ici au niveau du réflexe de succion, qui est aussi relié au réflexe du cou. Parce qu'en fait, si vous prenez un enfant, vous stimulez le coin de la bouche, ben, il va aller chercher le sein. Touche pas à mes seins, s'il te plaît. Hein? T'as pas mon autorisation. Ah, ça va. On est dans le consentement, c'est important de nos jours. Reste relax ici. Donc, on va amener du coin externe vers le coin de la bouche. Qui travaille un peu avec ces trucs-là ici? Hein? On n'est pas assez, malheureusement. OK? Je vous encourage fortement à faire les formations Brain Gym ou les notes là-dessus parce que ça change tout. Mou, relax. Ouf. As-tu le goût de manger le crayon? Ouais. Mou. Elle sourit tout de suite, c'est une réponse réflexe. Là, on va aller voir avec la brosse à dents. Tant qu'à se brosser les dents, mais tu brosses tes joues après. Hein. Reste relax ici. Juste le son, je pense qu'il est déjà en train de faire. Ouais. Donc, si ça serait vraiment une agression, quand tu sens que ton système nerveux, tu combats, OK, commence peut-être avec l'autre qui inhibe tranquillement le réflexe, puis après, tu passes au mode avancé. Elle, je pense qu'elle peut le supporter, tu es capable de le faire toi-même. Ça va ou tu te sens pas comme colérique ou ça va? Ouais, c'est ça. Quand tu vois quasiment une émotion de colère, là, tu vois qu'il y a un rejet. C'est peut-être pas l'étape qu'on va aller chercher. On va commencer par plus bas. Donc là, on a main qui chatouille, succion qui chatouille. On a l'immaturité sensorielle. Donc, son pariétal, ce qui est intéressant, qui n'est pas sorti en priorité. Ce qui est sorti en priorité, c'est son occipital et son temporal. Mais son pariétal ne va pas bien. Là. Fait que là, il faut quand même, cliniquement, en ce moment, travailler avec ton lobe temporal et occipital. Je me laisse une note, puis je sais que ton pariétal, ça va être à faire. Mais vu que c'est les trois réflexes qui sont émotionnels, réflexe paralysie par la peur, moraux et réflexe RPP qu'on n'a pas testé, si ces trois-là émotionnels sont encore actifs, ils vont ramener tous les autres réflexes en boucle tout le temps, par sécurité. Fait qu'il faut les neutraliser absolument. Je ne ferai pas un plan de traitement spécifique à ton pariétal, mais je veux quand même m'occuper de ton RPP et de ton moraux obligatoirement parce que c'est la fondation de qui tu es. Exemple, réflexe de paralysie par la peur, quand tu nais, tu es supposé de pas avoir de conception de bien et du mal. Tu es supposé de déjà être inhibé. Oui, il est dans les réflexes. Ben oui, parce qu'il y a une réponse émotionnelle qui se passe avec ça. Si je crie, elle a une réaction émotionnelle en fonction de ses sens. Il y a un stress c'est ça que je veux dire par émotionnel. Ça ne veut pas dire sur la complexité des émotions. C'est plus clair, ouais, OK. Pendant que tu es là, viens debout. Fait que là, on a commencé à démystifier un peu la base. Il y a des problèmes à la base. Donc, voilà, on va s'adapter. On va commencer par là. Hein? Mais tu as bien fait jusque-là. Vas-y, fort. Donne tout. Elle a un réflexe de protection des tendons en prime. On pourrait aller voir est-ce que c'est gauche, droit, peu importe. Ça, c'est un autre exercice que c'est assez long. Il faut que tu fasses le pompage que vous faites déjà en Brain Gym. Ah oui.
Un rouleau avec des pics qu'on va frotter, relâcher le mollet. On fait un exercice de traction du tendon avec des mouvements. Je sais pas si vous le faites, ça. Ouais, ça, c'est OK. Donc ça, elle, ça va être à favoriser. Puis on peut faire des élévations de mollet, un peu, on dirait en isométrique. Élévation de mollet. On prend un demi-triangle, un peu comme en yoga, ils utilisent. On fait une élévation. Après ça, on descend le plus bas possible pour faire le maximum de mouvement au niveau de la cheville, du tendon d'Achille. Parce que le tendon d'Achille, quand tu es stressé, c'est lui qui bloque. C'est lui qui nous permet de courir. Donc, c'est pour ça qu'il y a un super gros impact au niveau du système émotionnel. C'est la réponse de fuite ou de paralysie au sol. Donc là, on va le travailler puis le détendre mécaniquement puis neurologiquement. Donc, ça, c'est le truc à faire. Je t'enverrai des vidéos si tu veux avec ces trucs-là. Ouais, ben au moins pour lequel faire, comment, combien de temps. Donc, ça, c'est la base. Ça me donne rien d'aller vraiment plus loin. Je veux quand même tester ton plantaire parce que j'aime bien travailler toute la peau en même temps. Pour la personne, tu vas aller sur le dos, s'il te plaît. Donc, ça, c'est le riz, c'est pas le dos. OK. Ça va être beau, ça. Je reprends toujours notre petit ami. On reste dans les... Si vous n'avez pas de petite brosse à dents électrique, j'en ai à 8 balles, je pense. C'est pas très cher. On veut pas qu'elle brosse bien les dents, on veut qu'elle vide bien. Donc, je reprends ma petite corde ici, reste relax, et je fais le petit test. Ça va pas si mal. Ça va? Au côté ici. Un peu plus. Un petit peu plus. C'est pas, il n'y a pas de réaction. S'il y aurait une réaction avec la hanche qui saute, la jambe, les orteils qui écartent, une extension, là, on sait que c'est on va dire un Babinski. Il faut faire attention parce que ça peut dire une lésion des moteurs neurones supérieurs. C'est pas ça qu'on veut. Si c'est un plantaire, excusez-moi, on va plus avoir des flexions des orteils avec une flexion du pied. Fait que neurologiquement, ça reste une immaturité. C'est juste une expression qui va être différente. Les deux, on le traite de la même façon. C'est pas un problème. D'accord? Donc là, maintenant, je sais que droit, ça va. Gauche, un peu moins. Donc, on passe au niveau supérieur. Et hop! Et là, ça s'exprime un peu plus comme un Babinski. Puis là, c'est pas si mal. Tu vois, ça, c'est drôle. Donc là, toi, à la maison, là, c'est vraiment précis. Tu ferais de la brosse à dents à droite, visage, main. Puis tu ferais, on a un gua sha qu'on a développé qui fait de la rééducation sensorielle de la peau. On travaillerait juste ça pour ton pied gauche. Une vibration rugueuse. Donc là, on donne ce que son système nerveux est prêt à recevoir, puis exactement ce qui est le plus payant pour lui, au lieu de mettre de l'eau partout, comme j'avais dit dans... D'accord? Donc, c'est de la précision qu'on veut en euros. Donc, là, on a ça. Là, l'autre truc qui va nous aider beaucoup, vu que le lobe occipital, puis qu'il y a une dysfonction de l'hémisphère droit, tu vas venir debout. Le cerveau gauche, émotion positive, couleur chaude, soleil, plage, mais des sons avec des hautes vibrations. Hémisphère droit, c'est des couleurs froides, température froide. Donc, si on veut rééduquer, exemple, un lobe pariétal droit, on va faire prendre des douches froides à la personne. Quelqu'un qui a un lobe pariétal gauche problématique, on va faire prendre des douches chaudes, des bains chauds, des saunas, des choses comme ça. C'est beaucoup plus le fun de rééduquer un lobe pariétal gauche, faites-moi confiance. Des bonnes odeurs, de la chaleur. Pas des bains de glace avec une odeur de pipi de moufette. Un sconce, comment vous dites en France? Un putois. Les moufettes, on appelle ça. Vous appelez pas que ça comme ça, les moufettes, si. Non. Moufettes. Ah, dégueulasse. Il y en a partout chez nous. OK, donc la chevelure de la créature, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tester ta mobilité de ton cou. Tu vas tourner la tête le plus que tu peux vers la gauche. C'est magnifique. Il y a une extension qui s'est rajoutée parce que son canal, elle veut tellement pas utiliser son canal horizontal gauche qu'elle fait. On va aller dans le postérieur à la place. Ça se rend. Bon, on remet les cheveux. Tourne le plus que tu peux la tête à gauche. Est-ce que tu vois ma main ici? Ou que je touche? Là? De côté. Non. Fait que là, on est à position 1, pas top. Ouais, voilà. Position 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est supposé de voir là. L'autre côté, abrégeons. L'autre côté ici. Tu tournes le plus que tu peux? Ouais. Est-ce que tu vois ici un peu? Là? 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 Fait que t'as 3 sur 7. OK. Donc là, si je veux, je peux craquer son cou, évidemment, mais ça ne donnerait pas grand-chose. Non, on le fera pas, c'est une blague. Est-ce qu'il manque une couleur? J'ai l'impression qu'il n'a pas toutes les couleurs. Je ne sens pas 10 trucs dans mes mains.
2, 4, 6, 8, 10. OK, ben oui, on a 10. Donc là, si on veut stimuler son lobe droit, on va aller chercher une couleur chaude ou froide. Vous avez deux options. C'est une couleur froide, douche froide. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je réadapte en équilibre sur du temps, bloque le coude, regarde ici la couleur, pouce fort. Magnifique. Regarde ici. Ouh, aqua. Regarde ici, pouce fort. Regarde ici, pouce fort. Vert, il y a un petit quelque chose. Regarde ici, pouce fort. Et pas ça. Donc là, on a une lutte entre deux couleurs. Ah. C'est l'heure du combat. Qui vote pour le vert? Team vert? Team aqua. Qui vote pour l'aqua? Team vert? Team vert, ils sont pas motivés. Hein? Je pense pas que ça va être vert. Ça, c'est drôle parce que quand je laisse les couleurs sur la table et je demande aux gens, choisis la couleur que tu penses qui va te guérir, je dirais qu'au moins 90% du temps, les gens choisissent la bonne. Oui, c'est vrai, chakra du cœur. Let's go. On se tourne. Déjà, on peut observer. Mais là, il y a des systèmes de croyances associés. Le chakra du cœur, je veux, c'est ça. J'ai vu mon énergéticienne, elle m'a dit ça. Fait qu'il faut faire attention. On va tester avec une rotation pure et dure. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ah, est-ce que tu vois ici? Là? Là? OK, bon. On a quand même passé de 1 à 3. L'autre côté ici. Là? 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 Ben, on va passer à 3,5. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Sans rien craquer, c'est pas mal. Juste montrer le pouvoir du spectre électromagnétique sur le cerveau. Voilà. Et maintenant, team aqua, peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça, c'est la détoxification, la purification dans cette couleur-là. Tu peux regarder devant toi. Hallelujah. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Si tu vois ici, là, là, Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est beaucoup plus là, presque. là. Non. L'autre côté, à mort les systèmes de croyances ici. Ah ouais, c'est ça. Là, Oui, presque. là. Non. Bon. Donc, selon toi, c'est Comme quoi. pas mal. Hein? Pas mal. Donc, est-ce que je pourrais me dire que son système nerveux a l'air de mieux fonctionner en utilisant cette fréquence-là électromagnétique dans son système nerveux? Donc, est-ce que ça vaudrait la peine que je lui fasse faire ces exercices de stimulation pendant qu'elle porte ces lunettes-là? Est-ce que son système nerveux semble plus coopératif? Disons en mode intégré brain gym. C'est nice, hein? Ouais. Ça coûte pas grand-chose. Pour ce que ça fait, c'est quand même pas mal. On débloque un peu son potentiel. Là, on va y aller avec ça. Juste ça. Juste ça. Là, on stimule déjà le lobe occipital. On n'a rien fait avec l'oreille. Juste curieux de voir à quel point il y a des choses qui sortent moins. Regarde devant toi. Tu vois que c'est assez pour supporter le cerveau pour qu'il dise « Ah non, c'est plus vraiment très pathologique le reste, là, ça va. » Parce que je me gère mieux. J'ai une meilleure homéostasie. Fait que là, on n'a rien fait. Mais c'est juste pour montrer que c'est quand même très puissant. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, oui, il y a le sensoriel. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, on n'aura pas le temps de te faire, malheureusement. De suite, je le sens. On n'aura pas le temps de te faire tous les trucs proprioceptifs, c'est un peu lent. On ne veut pas retarder le groupe. Hein? On parlait du gnou blessé. Je ne ferai pas mon gnou avec vous, hein, ma bande de lions. On va me faire manger sinon. Mais on va quand même faire la stimulation de l'oreille interne. D'accord? Donc, on va faire ça à la neurestale. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est, tu vas juste sautiller comme ça sur place. C'est bien parce que tantôt, vous avez dansé, vous avez fait plein de mouvements, mais ça n'a pas rééduqué quand même le truc. Je m'attendais à ce que son système nerveux ait un peu mieux, honnêtement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tu vas bondiller comme une gazelle, tranquillement, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enlève de l'information qui vient du sol, de la stabilité. Puis, regarde, je vais te le montrer, ça va être plus facile. On pourrait l'applaudir, mais j'ai peur que ça surstimule trop son air auditif. Puis, j'ai oublié de faire les tests avant, mais à culpa, j'aurais dû faire le test, voir s'il y avait une réaction, une hypersensibilité auditive. Et ensuite, on fait les yeux fermés, on tape dans les mains, on regarde si là, il y a cette réponse-là. Je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolé. Là, je l'ai dit, mais dans le concept Moro RPP, c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse, puis faire un avant-après ensuite. D'accord? Donc, elle, dans son cas, elle a besoin d'une rééducation de l'oreille, mais si elle aurait eu en plus une réponse auditive, j'aurais donné un exercice à la maison, c'est d'écouter un son avec un métronome, tic, tic, mais seulement dans l'oreille gauche pour stimuler seulement son lobe temporal droit, avec ses lunettes, pendant qu'elle fait sa rééducation. En train de faire à manger. Ouais. Ben, idéalement, si tu le fais, c'est ton moment à toi, donc tu es dans le lit le matin, tu fais tes petites lunettes, tu fais tes petits trucs, tu prépares ton système nerveux à affronter la dure réalité.
Si tu fais d'autres choses, pas dans l'intention en même temps, c'est sûr que tu n'as pas autant de... Tu as fait 10 fois? Pas tout, Ben, vas-y, un peu d'ambition dans la vie. OK, là, maintenant, ce qu'on peut faire, ben, sa posture doit être améliorée aussi. Je n'ai pas pu vous montrer ça, plein de choses. On va verrouiller le coude. Pouce fort. Le froncer un petit peu plus des yeux. Hey! Pouce fort. Ça va, quand même. Donc, s'il y aurait eu une grosse réponse aux yeux, là, c'est sûr qu'on vient déjà de faire des stimulations. Le but, c'est de prendre le maximum d'informations, de dresser le plan de traitement, puis de faire des stimulations avant, parce que à chaque fois qu'on fait une stimulation, on fait disparaître des preuves. Donc, il ne faut pas. Il faut concevoir notre plan de traitement comme ça. Donner des exercices plus précis, moins en donner. Vous, dans votre système avec Brain Gym, vous pouvez faire des suivis beaucoup avec les parents. C'est un peu comme de l'ergo, au final. Donc, les parents savent déjà. Les exercices neurologiques, 4 semaines. On donne 4 semaines, on revient dans 4 semaines. Donc, si vous avez des trucs à faire qui sont plus kinesthésiques du mouvement, faites-le. Mais les exercices neuro, 4 semaines, ensuite, on réévalue. Pas moins. 3 semaines, c'est là qu'il y a la plus grosse courbe d'apprentissage neurologique. La 4e semaine, ça commence à être la finalité. Il y a moins de gains. Mais moi, je donne un rendez-vous. Réévaluation neurologique 1 mois plus tard, donc 4 semaines. Si vous faites des jeux, des choses d'intégration, travaillez sur d'autres aspects de l'enfant pendant ce temps-là. Mais ça prend quand même du temps à intégrer. Mais comme ça, c'est la manière la plus rapide et efficace en stimulant les multisensoriels, en stimulant les sens. Ce qu'on n'a pas fait, est-ce que je peux prendre 3 minutes de votre temps juste pour un petit test de cervelet ensemble, qu'on se lève debout, qu'on le fasse ensemble? Est-ce que ça passe au conseil? Que quelqu'un s'objecte? Parce que je voulais vous montrer un truc de cervelet, ça s'est pas fait. Je vous montrerai pas le cervelet médian parce qu'on teste des muscles, on peut tester des chaînes musculaires. Vous connaissez déjà, j'imagine, un test de Rombert, pieds collés, mettez les doigts devant vous, vous fermez les yeux, et vous regardez si vous oscillez ou pas. Si quelqu'un qui perd l'équilibre beaucoup en 15 secondes, c'est là, petit chandail vert ici, je viens de voir, petit t-shirt vert, j'ai vu, on tombe souvent du côté, ça peut être d'une faiblesse d'oreille interne, on colle nos pieds, on rapetisse la base d'appui. Voilà. On met ça, on pointe une cible devant nous, on ferme les yeux, vous allez voir, souvent on va basculer du côté toujours de la faiblesse en neurologie. Si vous êtes toujours en train de tomber à droite, bien, il y a peut-être une petite structure de ce côté-là, que ce soit l'oreille ou autre chose, ou un pied qui fonctionne pas bien. Ça nous donne une idée, mais c'est pas un diagnostic, c'est juste un bon exercice de faire des avant-après. Si tout le monde, ça a été facile, vous pouvez faire un Rombert modifié qu'on appelle, on met un pied devant l'autre comme ça. On va remettre les pieds ici. Souvent, on se facilite ça parce qu'on garde les mains proches du corps. Mais si vous voulez rendre ça difficile, on pointe vers l'avant. Déjà là, quand ça va pas, puis les yeux sont ouverts, on sait que les pieds, ils vont pas bien. On ferme les yeux. Ça, c'est l'information du podal, en fait, qui vient déjà perturber l'information. OK? Donc, on peut altérer. Souvent, on choisit notre pied le plus stable. Donc, l'autre pied est pire. Si vous pouvez essayer. Ça, c'est déjà un test de cervelet médian. Il y en a plusieurs. C'est dans mes favoris. Un autre test qu'on peut faire, Fukuda, les yeux fermés, comme ça. On veut faire un 30 pas. Si la personne commence à faire ça, comme ça marche pas très bien. Des fois, c'est les 15 premiers pas qui vont bien. Après, les autres derniers, il y a une belle petite rotation. Là, je parle, je vous envoie des informations sensorielles. On fait ça dans un environnement silencieux habituellement. D'accord? Parce qu'on entend. Cervelet, là, c'est le fun que je l'ai montré. Cervelet intermédiaire, c'est mon favori. Donc, tu peux t'appuyer ici sur la table. Appuyez-vous sur quelqu'un si vous voulez, n'importe quoi. Si vous êtes bon, on verrouille le coude. Là, j'avais dit le cervelet, quand il va bien, il est capable de faire de l'extension. Donc, il inhibe les fléchisseurs. Première gaffe qu'on va voir chez les gens, c'est qu'il n'y aura pas d'inhibition possible. Donc, on verrouille le coude, on force l'extension, on verrouille le genou, extension, et on va rouler les deux ensemble à l'intérieur. Si, comme là, Lisa est déjà en train de plier son coude, déjà là, il y a une difficulté au niveau. Regardez bien vos membres. S'il y a une flexion, si vous êtes déjà dans le mal. OK? Ensuite, vers l'extérieur. Vous pouvez vous appuyer si vous. Tu sais, on n'a pas tous l'agilité d'une chèvre et sa stabilité. Mais là, c'est pareil, s'il y a une flexion du genou, flexion du coude, déjà, l'exercice est échoué. Là, on fait un comparatif de l'autre côté. On verrouille. Évidemment, s'il y a un pied qui est plus plat, ça va pas. Je monte le dernier, je laisse faire le terrain. OK, ça va. Extérieur. Je vous laisse sur cette belle finale. Dernier exercice, extension du coude, extension du genou, le bras vers l'intérieur et la jambe vers l'extérieur. Mais sans flexion. Voilà.
Si ça va bien, votre cervelet intermédiaire va bien. L'autre côté, intérieur, extérieur. Ah, je me suis fait chier à le pratiquer, ça. Puis là, vous pouvez faire l'inverse aussi, comme ça, intérieur avec extérieur. Ça se fait, je suis fier. Qui l'a eu facilement, celui-là? Donc, faut le travailler. Parce que toute l'information qui vient du système nerveux passe par le cervelet, c'est 50% des fibres nerveuses. 50% des fibres du cerveau sont dans les petites bosses ici qu'il y a là. Fait que si lui, il va pas bien, toute l'information qui monte et qui redescend dans le corps n'est pas efficace. Donc là, je vais juste vous montrer la partie intermédiaire du cervelet. C'est déjà un beau petit désastre. D'accord? Donc, il faut rééduquer ça, super important, mais il faut commencer par le médian avant, ensuite intermédiaire, puis ensuite on peut aller dans le cervelet latéral. Ça peut être des formes que vous faites, exemple, une main avec ça, une main avec ça. Alterner les formes, vous allez voir, c'est franchement difficile. Il y a plein de petits tests qu'on peut faire avec ça. Le quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. On veut être capable de stabiliser avant de commencer à faire des mouvements complexes. Donc voilà, merci beaucoup.